Et donc, alors, le dernier point que nous allons aborder avec Alexis Merkling et Alain Ney, eh bien, venez me rejoindre. Donc, vous avez compris qu'on va rattraper le retard, donc ça va être court. C'est 15h30. Oui, on a le temps de faire les choses bien. C'était juste pour Non, permettre non, de non, laisser mais suffisamment de place. le maître du temps est là et il a tout à fait raison. Alors, une petite présentation rapide, si Alain, Mobiliance, enfin Oui, voilà. Mobiliance, bonjour à tous et merci Rodolphe pour l'invitation. Mobiliance, c'est une fédération professionnelle, comme vous le savez sans doute, qui fédère tout l'aval de l'industrie automobile, donc de la distribution-vente aux nouvelles mobilités en passant par la réparation. On a à peu près 25 000 adhérents, on représente 25 métiers, dont 10 sur la réparation et l'économie circulaire. Voilà, et je m'occupe plus précisément chez Mobiliance du pôle après-vente et économie circulaire. Très bien. Et Alexis Merkling, que tout le monde connaît? Non. Pas sûr. Bon, France Assureur, je pense que tout le monde connaît aussi, mais simplement pour rappeler, donc c'est 99% du marché de l'assurance. Ce sont une bonne centaine d'entreprises qui interviennent sur l'automobile spécifiquement, et donc ils sont quasiment tous chez nous. Très bien. Alors, tous les deux, enfin, Alain va nous parler d'un indice de réparabilité, justement, qui est en cours d'élaboration. Ou réparation. J'arrive en fin de course là parce qu'il y a déjà eu beaucoup de choses qui ont été dites sur l'indice de Oui, réparabilité. mais là, on arrive dans quelque chose de concret. Mais on arrive dans quelque chose peut-être d'un peu plus concret. Et Alexis va avoir le regard assureur sur effectivement l'intérêt peut-être d'une telle démarche, mais je ne doute pas que Hop aussi va avoir un regard assez intéressé sur la question. Alors, moi j'avais noté effectivement dans un contexte de transformation importante, complexité technologique, électronique, connectivité, électrification, tout ce qu'a pu nous évoquer Hop, hausse du prix des véhicules, on a plus 50% en 15 ans, donc on voit effectivement que les véhicules sont de plus en plus chers, difficulté croissante d'accès à la documentation technique, on l'a évoqué tout à l'heure, les outils de diagnostic, les pièces détachées, et des enjeux environnementaux et de souveraineté bien évidemment, et puis quelque part des enjeux de formation, de technicité, de savoir-faire, on vient de le voir aussi aujourd'hui avec les réparateurs. Alors, cet indice de réparabilité, pourquoi Mobiliance et Mobilivia ont-ils décidé d'initier la création d'un tel indice? Qu'est-ce qui a motivé? Il y a plusieurs facteurs qui ont déjà été plus ou moins dits, mais plutôt bien dit déjà, des facteurs économiques, des facteurs environnementaux, des facteurs sociaux quelque part. Et puis c'est un souci de convergence, de transparence. Vous parliez d'objectivité, d'objectiver la réparation. Je crois qu'il y a un vrai besoin d'avoir un peu de transparence sur la réparation. Aujourd'hui, alors on parle beaucoup du véhicule électrique, mais nous, notre positionnement dans la création de cet indice, c'est de dire l'indice de réparabilité, parce qu'on imagine que réparabilité, c'est absolument, enfin, c'est l'étape préalable pour parler de durabilité, mais c'est s'adresser à tout le parc roulant. C'est pas seulement les véhicules électriques, c'est aussi les véhicules thermiques, parce qu'aujourd'hui, on a 42 millions de voitures. Il y a 3% du parc qui est électrique. Demain, ça va monter en flèche. Mais il faut adresser un indice, un indicateur ou un coefficient, comme on veut. C'est pouvoir avoir une lecture sur la réparabilité de tous les véhicules qui sont aujourd'hui sur le parc. Donc c'est ça le point de départ avec Movivia, qui est un gros acteur de la réparation rapide aussi, comme vous le savez, qui est un adhérent fort chez nous. Et puis, donc on a des commissions techniques chez Mobiliance. Laurent, vous parliez de l'accès aux données, le RMI, etc. On a créé une sous-commission sur l'indice de réparabilité en début d'année, avec des experts, du thermique, de l'électrique. Alors, on parlait d'Entroview, nous on a Revolt, on a des gens comme ça, on a des équipementiers, il y a Valeo, il y a Forvia, il y a Actia, il y a IDLP qui est un spécialiste du diesel. Enfin, il y a plein de... Voilà, on agrège des compétences, on réfléchit à un indice, mais on ne réfléchit pas tout seul, évidemment, et la volonté, enfin, c'est vraiment d'élargir cet indice à plus de compétences. Et on a repris la méthodologie de l'ADEME. Je salue la présence de 2 personnes d'ailleurs de l'ADEME qui sont dans cette salle, parce que la loi AGEC a été un super stimulant pour l'indice de réparabilité ou de durabilité, comme on veut, sur les tondeuses électriques. Et nous, on a repris le schéma de la méthodologie des tondeuses électriques, par exemple. Mais on l'a adapté aux véhicules thermiques, et aux véhicules hybrides et aux véhicules full électriques. Voilà, ça, c'est le point de départ.
Et puis, c'est vraiment ce souci de transparence, parce qu'il y a un moment, il faut... alors nous, on est une organisation professionnelle. Nos adhérents, ce sont des professionnels de la réparation et de la distribution, comme je le dis. Mais en fait, c'est du B2B2C. Parce que derrière le levier, et c'est celui qui décide, celui qui paye, à la fin, c'est l'automobiliste. Et quand il veut acheter un véhicule neuf ou d'occasion, pouvoir savoir que ce véhicule a un bon indice de réparabilité, ça va l'aider dans son processus d'achat, comme c'est le cas pour un smartphone aujourd'hui ou pour une télévision. Donc voilà, il y a ça. L'automobile, c'est un super secteur. C'est le deuxième ou troisième budget du ménage, mais c'est le deuxième ou troisième critère quand on parle de critères d'achat. Il y a le prix du véhicule, il y a le design du véhicule, ça reste quand même important. Et puis il y a aussi la notion de combien ça va me coûter au fil du temps quand j'utilise mon véhicule. Donc voilà, c'est vraiment, et ça répond aussi, puis on parlait d'économie circulaire, et quand on peut éviter de remplacer, et l'exemple juste avant était vraiment très démonstratif, voilà, autant réparer et favoriser des pièces de réemploi, des pièces remanufacturées. C'est le sens aussi de l'histoire. Enfin, je veux dire, la circularité, il y a des métiers de la réparation, ils n'ont pas attendu le terme pour en faire. À l'après-guerre, ça a été dit par Renault, la première usine de Riemann, mais c'était déjà 1949, c'était déjà de la circularité. Les carrossiers font de l'économie circulaire depuis longtemps. Donc là, maintenant, on est dans un mouvement plus large, mais il faut que ce soit encore amplifié. Et c'est pour ça que, alors on le porte en tant que fédération professionnelle, mais on va le porter avec d'autres, évidemment, dans cette salle. Et puis après, il faut que ce soit repris par les pouvoirs publics. Et puis que ce soit de manière très précise et objective, parce que plus ça va être ratissé, on va dire, une base plus large possible, plus ça va être repris au niveau national d'abord, et puis pourquoi pas, on peut imaginer que ça serve aussi au niveau européen derrière. Donc on a compris un positionnement B2B2C, quoi. En fait, pour l'ensemble des acteurs, l'ensemble de la chaîne de valeur, quelque chose qui doit être très visible. Côté France Assureur, alors... quelle observation par rapport à cette initiative? Un œil certainement très intéressé ou favorable. Et voilà, la vision de France Assureur sur cette initiative, cette démarche. Absolument, extrêmement favorable. Évidemment, alors je ne vais pas répéter tout ce que Alain, tu as dit, mais c'est de la transparence. Je pense qu'aujourd'hui, quand un acquéreur d'un véhicule fait son choix, il le fait en fait sur des critères qui sont beaucoup sur la passion. Introduire des éléments plus objectifs sur qu'est-ce que ça va lui coûter, c'est très important. De la même manière, en fait, il va découvrir après coup ce que va coûter l'assurance du véhicule. Autant d'éléments que l'on peut anticiper au préalable, je pense que ça répondra mieux aux demandes, à ce que recherche le consommateur. Je pense que c'est très bien aussi d'ouvrir la concurrence sur ce critère de la réparabilité, sur ce champ concurrentiel nouveau. Je ne peux m'empêcher de penser que les constructeurs ont tout à fait intérêt à avoir et d'ailleurs, j'étais absolument ravi d'entendre ce qui a été dit ce matin, puisque ça prouve qu'on va dans cette direction, d'avoir ce souci de la réparabilité, de maîtriser les coûts qui sont à venir à un moment donné. On sait qu'il y aura nécessairement des réparations à faire à un moment donné. Donc d'intégrer ça, c'est très important et ça bénéficiera à tout le monde. Alors je pense évidemment à nos assurés. Oui, ce que j'allais dire sur les primes, concrètement. Alors évidemment, non, ça aide. En fait, ça aide pour la tarification, ça peut aider l'assureur. Alors, si le coût général de la sinistralité baisse, ça va avoir une répercussion sur la cotisation d'assurance en général. Après, un assureur ne va pas... Enfin, chacun va avoir ses propres modèles. Tout le monde n'a pas les mêmes portefeuilles. Et vous avez deux critères qui vont entrer en compte, évidemment, pour la tarification. Ça va non seulement être la réparation, mais ça va aussi être le profil du conducteur et l'usage qui est fait du véhicule. Donc la tarification, elle n'est pas directe, mais c'est néanmoins une partie de l'équation et je pense que ça apporte des éléments là-dessus d'orientation pour le consommateur. Voilà, et c'est important, vu Essera, effectivement, qui porte une observation forte sur l'évolution du prix des pièces, donc c'est une donnée qui peut être intéressante. Alors, on rentre dans l'indice. Concrètement, là, on vient de faire la philosophie. L'indice, ça va être quoi? C'est quels critères? Comment il est calculé? Comment il est établi?
Alors c'est des critères. Déjà, on a pris en compte tous les organes essentiels ou critiques des véhicules, hein, qu'ils soient thermiques, hybrides et électriques. Après, il y a des critères sur la documentation technique. Hein. D'abord, est-ce qu'elle est accessible? C'est un premier point. Est-ce que la disponibilité des pièces, où elle en est? Comment on valorise les schémas de réparation classiques? Comment ils sont valorisés avec les pièces? Est-ce qu'on peut remplacer certaines pièces par des opérations de remanufacturage, par des pièces de réemploi? Donc on agrège en fait par type d'organe tous les types de pièces qui sont concernées, et ensuite on met des coefficients de pondération. Donc voilà, vous imaginez, ça représente des centaines, des milliers de pièces. Un peu moins sur la voiture électrique, parce qu'il y a moins de pièces que sur une voiture thermique. Mais il y a d'autres composants plus techniques, hein, qui sont parfois sourcés en dehors d'Europe, souvent même. Donc voilà, c'est tout ce travail qui cherche, et ensuite on va pondérer ça. Donc là, on va être en mesure de calibrer, de tester en mode test and learn un véhicule le début décembre. Sur lequel on a appliqué tout le schéma, et c'est un véhicule électrique. Voilà, pour avoir une première tendance. Après, comme vous imaginez, l'étendue du parc, c'est grand, c'est vaste. Donc on s'est dit, on va prendre les 10-15 véhicules les plus importants dans chaque énergie, qui sont les plus vendus sur le marché français. Donc thermique, hybride, électrique. Voilà, on prend, sur les 10 dernières années, on prend ces véhicules, les niveaux de finition correspondants, motorisation, et on va les décortiquer plus précisément. Et ça va nous donner déjà une première vraie tendance du marché, parce que ces véhicules sont tellement représentatifs qu'ils pèsent plus de 50% des ventes de voitures. Donc voilà notre approche. Après, on l'a partagé aussi avec Rodolphe, hein, parce que Rodolphe et le SRA, d'une manière générale, réfléchit aussi à cet indice, plus sur l'aspect coût, et nous, c'est moins notre domaine, parce qu'on est une fédération professionnelle, on est plus sur l'aspect purement technique. Et puis avec l'ADEME et le SGPE, où on va être embarqué. Alors là, c'est plus uniquement sur la voiture électrique, mais nous on va continuer sur nos travaux thermiques et hybrides, parce que bon, déjà on ne sait pas au-delà de 2035 s'il ne va pas y avoir quelques annonces de fête dans quelques jours, et puis au-delà de ça, nous ce qui nous intéresse, c'est encore une fois, c'est l'examen approfondi du parc roulant. Enfin, s'il y a des annonces, il y aura quand même de l'électromobilité. Il y en a toujours. Voilà. Et ça pourrait être aussi du thermique, enfin pas du thermique, mais de l'hybride. De l'hybridation, voilà, qui existe déjà aussi un petit peu. C'est ça. Une question côté assurance, France Assureur, enfin, on l'a déjà un petit peu évoqué, mais en fait, on a dit l'assuré, donc le consommateur, est quelqu'un qu'il faut pédagogiquement éduquer ou autre. Alors quels seraient les critères, à votre avis, qui seraient vraiment intéressants à porter à l'assuré pour cet indice? Est-ce qu'il y a des critères plus particuliers à mettre en avant pour convaincre l'assuré, en fait? Alors déjà, je pense que la présentation est un élément essentiel. Comment est-ce qu'on essaye de lui faire comprendre ce qui est plus intéressant pour lui? En réalité, l'indice, il faudrait aller très loin si on veut l'utiliser, en tout cas d'un point de vue assurantiel. Il faudrait rentrer dans le détail. Ce que l'on recherche, c'est, alors très schématiquement dit, c'est le coût probable de la réparation selon les modèles, mais qui intégrerait quelque part une fréquence des types de sinistres, des chocs que l'on va observer. Et puis, vraisemblablement, rechercher aussi la fiabilité de ce véhicule, le risque de panne, puisque l'assistance est susceptible d'intervenir. Mais ce sont autant d'éléments qu'on ne peut pas reproduire tel quel pour un assuré. Donc lui, il a besoin de quelque chose d'agrégé, forcément. Par contre, les assureurs, eux, auront besoin de beaucoup plus d'éléments que cela. Je pense que c'est un indice, parce que l'idée est bien, mais après, j'ai du mal à imaginer comment il va se présenter. Donc on n'a pas d'exemple concret. Mais ce qui veut dire, c'est qu'il y a des informations, telles que vient de dire Alexis, pour le B2B, qui doivent être effectivement spécifiques, et pour le particulier. Donc ça va vous n'en êtes pas encore à la phase de présentation marketing par contre, l'indice, ce sera une note. Hein. Ce sera une note. Ce sera une note finale. D'accord. Comme une note sur une synthèse. Une seule note, pas une note sur différents critères. Non, on l'imagine comme une note finale sur 10 points. Sur 10 points, on a évalué. Et puis, oui, ça va. Enfin, vraiment, la méthodologie, c'est la même. Alors après, pour arriver à 10 points, enfin, à une seule note,
Il faut rationaliser, etc. Mais oui, parce qu'il faut que ce soit simple. Parce que si on veut que l'utilisateur, d'une part, le comprenne, l'utilise et que les professionnels aussi, il faut que ce soit simple, soit clair. Après, on ne va pas faire ça encore tout seul. Il y a un moment, il faudra faire ça avec les constructeurs, toute la chaîne de valeur, les assureurs, bien évidemment. Voilà, je parlais de Rodolphe et des équipes du SRA. Mais oui, notre objectif, c'est d'arriver à quelque chose de simple. Ouais, les constructeurs ne sont pas dans la boucle. Ils ne sont pas dans la boucle officiellement, non. On les sollicite parce qu'on a des contacts avec eux, évidemment. Et qu'ils soient français, américains ou asiatiques. On a des contacts aussi avec BYD, par exemple, sur la batterie. Parce que voilà, c'est quand même l'acteur de la batterie électrique. Quand vous parliez de réparabilité de batterie, c'est un enjeu énorme. Donc là, il faut craquer ça. Et c'est sûr que ça a été abordé, le gigacasting et tout ça. Mais il y a quand même des initiatives sur des nouvelles batteries qui arrivent où on pourra intervenir. Enfin, Stellantis l'a présenté, par exemple. Où on pourra intervenir sur la cellule de manière très chirurgicale. La cellule qui n'est pas seulement le pack batterie. Voilà, donc là, pour répondre à la question de l'obsolescence programmée ou la batterie jetable, non, il va quand même falloir, parce que économiquement, c'est pas tenable sur le long terme. Donc, il y a pas mal d'initiatives là-dessus. Ça rentre dans la réglementation petit à petit, même si c'est pas encore dans le dur, mais sur le règlement européen véhicule, la réparabilité des batteries, ça fait partie de tout ça. Donc voilà, c'est pour dire. Alors, on a parlé calendrier, Ouais. en partie. Alors, peut-être rappeler les grandes dates. Moi, j'avais mis donc phase de test 2025. Oui, on va faire tourner le modèle, et puis l'algorithme. Voilà, donc un premier. Et après, on va décliner sur les 10-15 modèles sur 2026, début 2027. Et puis après, en fonction des soutiens et puis des différentes parties prenantes, parce que ça va forcément s'élargir, parce qu'à un moment, ça va nous dépasser, et c'est tant mieux d'ailleurs, et pour que ce soit efficace, on va dire, on projette un horizon plutôt 2028, pour avoir une vue vraiment exhaustive du marché, du parc roulant multi-énergie. Alors, on a évoqué SRA, un indice, donc France Assureur. Alors, je ne sais pas, il y a quelque chose d'officiel sur le lancement de cet indice. Peut-être, Alexis, un mot. Ça veut dire qu'il y a un indice d'un côté, il va y avoir un indice de l'autre. Là, on arrive dans la fabrication d'indices. Est-ce que ça va être complémentaire? Un mot sur l'indice envisagé par France Assureur? Alors, on en est encore au début du processus. C'est une histoire qui va être passionnante. Les critères ne sont pas nécessairement les mêmes, puisque l'indice de mobiliance va quand même aussi avoir toute la phase maintenance qui ne rentre pas dans le champ assurantiel. En revanche, je pense qu'on va regarder de très près tout ce qui se pratique. Alors SRA va le faire. SRA a reçu un mandat de la part des administrateurs, donc qui sont les assureurs de France Assureur, pour l'essentiel, enfin exclusivement d'ailleurs. Et on va regarder ce qui se fait. Je pense qu'on a intérêt à confronter aussi nos modèles, à travailler aussi avec les constructeurs. En tout cas, on serait ravis qu'eux-mêmes donnent leur approche. Et je pense qu'on a intérêt à tous co-construire, ou même si on a des éléments ou des besoins qui, à la marge, vont être différents. Mais je vois quand même deux indices différents. Là, on a un indice... alors, B2B2C, mais un indice qui va intéresser le particulier quand il achète un véhicule. Là, on est sur un indice assurantiel, mais est-ce qu'il y a un intérêt pour le particulier? Oui, c'est-à-dire que s'il achète un véhicule, on peut supposer, dire si vous achetez ça, ça sera l'indice d'assurance est de 9 et l'autre, il est de 4. Enfin, c'est ça l'idée. J'essaye de comprendre. Oui, non vous n'avez pas encore de résultats là-dessus, mais je veux dire, la philosophie. La philosophie, c'est effectivement, si vous voulez assurer votre véhicule, vous vous dites, d'un point de vue assurantiel, c'est quoi le véhicule le plus intéressant? De la même manière que d'un point de vue de la maintenance ou de l'utilisation en dehors des sinistres, c'est quoi le véhicule le plus intéressant? Donc il y a deux indices qui peuvent parfaitement, peut-être d'ailleurs, dans certains cas, dire la même chose, mais pas nécessairement parce que le champ n'est pas exactement le même. Je pense, j'anticipe un peu, je pense que les deux seront complémentaires. Je ne pense pas qu'on aura un bon indice de réparabilité avec un truc qui ne s'assure pas, et vice-versa. Donc je pense qu'on va aller dans convergence. Convergence, je pense que c'est le maître mot.
Et puis les constructeurs, à un moment, quand on regarde ce qui se passe sur la téléphonie, les constructeurs de téléphones, c'est eux après qui se sont accaparés l'indice. À un moment, il faut embarquer aussi toute la chaîne. Toute la chaîne. Bah oui, sinon ça peut pas ruisseler comme ça devrait, quoi. Et pour moi, tout l'enjeu, c'est quand même de faire en sorte que le consommateur va utiliser cet indice. Parce que si on crée un indice, alors ça va être utile pour nos adhérents, bien sûr, on va réintroduire de la technique, et ça c'est très bien, ils nous le demandent, on va leur donner des éléments, et je pense qu'ils vont pas s'interdire de regarder tous les autres indicateurs que l'on peut trouver, on en trouve en Europe. Nos collègues du GDV, la fédération allemande, a des modèles qui ne sont pas nécessairement adaptés à la France, mais bon, ça existe. Tout l'enjeu, c'est vraiment que l'assuré, le consommateur, regarde un peu plus quelle est la conséquence de son choix d'achat, ou en tout cas, s'il hésite entre deux véhicules, qu'il prenne en compte cet élément. Alors, ce matin, on avait les représentants de Renault. Il y a encore quelqu'un de Renault. Effectivement, ça va donner plus de poids à la partie ingénierie après-vente, quelque part. Ils vont l'emporter sur les designers de départ. Oui, parce que là, ils vont peser beaucoup plus avec un indice de réparabilité qui va prendre en compte je n'y crois pas. ces aspects. Je n'y crois pas. Je pense qu'on va continuer à avoir envie d'acheter un véhicule, à le mettre en concurrence avec un autre véhicule à côté, et puis ensuite à essayer de trouver les bons arguments pour se conforter dans son choix, ou alors de se dire tiens, mais en réalité, si je prends celui-là, équipement à peu près identique, mais il va quand même me coûter moins cher par la suite, et donc que ça remporte la décision finale. Alors j'ai une dernière question, on va avoir comme ça récupérer le temps. Une dernière question à tous les deux. Ça fait deux questions. Certains craignent qu'un indice de réparabilité, j'avais mis, pénalise le véhicule électrique. Ça veut dire, effectivement, on a parlé des batteries qui coûtent cher, qui sont difficiles à réparer. Donc finalement, on peut anticiper qu'un indice de réparabilité sera plus favorable au thermique qu'au véhicule électrique. Est-ce qu'il y a un un risque de léser l'électromobilité dont on a tant besoin? Tu veux commencer? Alors tout dépend de la manière dont c'est construit. Je pense qu'on peut intégrer des éléments différenciants. Après, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Le consommateur, il ne va pas choisir entre un véhicule thermique ou un véhicule électrique. Soit il a l'intention d'acheter un véhicule électrique, soit il le refuse. Et a priori, mon sentiment, c'est qu'il regardera plutôt deux véhicules électriques, comment ils se réparent. Comparé. Voilà. On aura effectivement peut-être un indice thermique, un indice hybride et un indice. Ils ne sont pas directement comparables. Oui, c'est ça. Et puis après, l'indice, c'est une chose, mais ça a été dit, je crois, dans toutes les différentes interventions, mais ça oblige, quelque part, cet indice. Ça doit obliger à avoir des réflexions en amont, en aval sur la réparation, etc. Mais il faut le voir aussi comme une potentielle opportunité. Ça ne fera pas forcément plaisir à tous au moment, mais c'est aussi une manière de s'améliorer. Et dans les schémas de réparation qui évoluent en permanence, que ce soit chez tous les constructeurs, il va y avoir peut-être une prise de conscience plus forte pour avoir des gabarits de réparation qui soient optimisés. Et ça sert aussi à ça. Et ça a un impact favorable sur le coût in fine, donc ça sera bien pour Alexis notamment, mais pour le consommateur final. Et c'est ça aussi, et encore une fois sur toute la chaîne. Donc l'indice, mais oui, pour moi je le distingue, ce ne sera pas directement en comparaison. Et un dernier truc, c'est que les technologies évoluent tellement vite qu'il va falloir effectivement suivre, mettre à jour. Et ça, c'est un autre enjeu assez important. Et oui, tout à fait, Laurent. Donc, on se donne rendez-vous dans 2 ans. Non, mais c'est un travail quand même assez titanesque. Il va falloir mettre beaucoup de monde autour de la table et suivre. Parce que la démarche, c'est bien de l'initier, mais après, c'est la suivre. Et c'est pour tous les nouveaux modèles qui vont arriver, ceux qui sont déjà là. Donc, c'est quand même un gros travail. Et c'est pour ça qu'il faut se structurer dans nos organisations respectives pour avoir les bonnes ressources et avoir la bonne méthodologie qui soit imparable, impartiale. Parce qu'il ne s'agit pas d'être partie prenante pour un ou pour un tel ou pour une telle. Ce n'est pas ça l'enjeu. C'est vraiment d'avoir une règle qui soit commune à tout le monde pour coter au plus juste. Absolument. La question, elle est bien technique et uniquement technique. Uniquement technique. J'espère que Hop a émis une idée, et c'est en route, mais c'est pas si simple que ça. Voilà. Écoutez, merci en tout cas pour cette présentation.